Que les bénédictions des manes ancestrales fertiles et viriles soient avec vous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet important. Est-ce que vous avez entendu parler une fois, plusieurs fois, des fois, quelquefois, de ce mot, de ce concept, malchance? En vérité, je vais être franc avec vous. Il y a des gens, des individus vraiment, de chez vraiment, hein, vraiment malchanceux. Ce n'est pas qu'on m'en a parlé, c'est que j'en ai vu. J'ai expérimenté des personnes vraiment, vraiment malchanceuses. Il arrive que lorsque ces personnes entrent dans votre vie, vous avez comme l'impression que votre vie tourne radicalement, perpendiculairement à l'envers. Vous avez comme l'impression que les choses qui allaient bien ne vont plus du tout bien. Vous avez l'impression, et j'utilise le mot impression pour respecter votre vécu, vous avez vraiment l'impression que les choses ne tournent plus rond, que cet individu porte vraiment la poisse. Il y a des enfants qui portent la poisse. Dans la tradition de la spiritualité ancestrale africaine, souvent, on exprime une idée, une pensée, comme par exemple, l'enfant qui va venir vient avec sa propre richesse. En fait, cela revient à une méthode, à une pratique que la mère fertile doit faire avec l'enfant pour que quand l'enfant vienne au monde, l'enfant ne manque absolument de rien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans certaines familles africaines, la signification d'un nom qu'on donne à l'enfant peut être associée à cet état de fait. Un enfant, dans la langue africaine, peut s'appeler d'une certaine manière et dont la signification ou la définition signifierait par exemple ou donnerait celui-là ne manquera jamais de rien. Ou bien celui-là trouvera toujours à manger. Des fois, des parents donnent de ces noms à leurs enfants compte tenu soit de leur histoire ou compte tenu de la façon dont l'enfant est venu. L'enfant est venu peut-être dans des conditions extraordinairement pires. Peut-être que quand l'annonce de la grossesse a été faite, la famille a traversé une forme de disette, une forme de pénurie, ou souvent, c'est le contraire. La famille commence à croître. Des fois, on associe même cela au genre. Des gens disent, oui, si tout va bien comme ça, c'est peut-être parce que c'est une fille ou un garçon. Ça dépend des considérations culturelles. Il y en a qui diront, ah, si les choses sont dures pour toi comme ça, c'est sûr que c'est un garçon qui vient. Vous voyez, il y avait de ces superstitions, mais qui ne sont pas superstitieuses autant, puisque vous voyez, cela relève, et je parle toujours sous le contrôle d'un champ culturel précis, parce que ça peut être différent d'un champ culturel à un champ culturel, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il existe vraiment cette idée qu'un enfant qui vient porte la poisse, un mari porte la poisse, une femme porte la poisse, un ami, une amie, un cousin, une cousine, un oncle, une tante. En fait, de façon générale, il y a des gens vraiment malchanceux, des gens
des fois même qui ne sont pas malchanceux pour eux-mêmes, mais qui sont également malchanceux pour les autres. Est-ce que vous voyez les différentes combinaisons que j'essaie de sortir pour vous? Parce que si je ne ressors pas les plaies, je ne pourrai pas retourner au principe premier pour pouvoir régler le problème. Parce que si j'en parle, c'est justement parce que je crois, je pense, j'ai la certitude, scientifiquement parlant, que la chose peut être réglée. Mais retenez bien, vous l'avez certainement constaté, tout autour de vous, depuis que quelqu'un est rentré dans votre vie, ça ne va plus du tout. Je ne vous demande pas de devenir des inspecteurs de votre environnement, de votre famille, de votre lieu de travail. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus d'accuser X ou Y et de se déresponsabiliser de ce que l'on devrait faire soi-même pour que les choses aillent bien. Pour la simple raison qu'il existe chez l'homme cette irresponsabilité, ce rejet sur autrui de sa responsabilité. C'est d'ailleurs pourquoi la religion ou les religions ont prospéré, puisque d'un, on dit que ce n'est pas votre faute, c'est la faute d'un diable qui vous a induit en erreur. De deux, vous pouvez vous en sortir, mais vous devez vous remettre à un Jésus-Christ ou à un autre prophète qui peut vous en sortir. En fait, tant que ces religions font la promotion de l'irresponsabilité spirituelle, eh bien, les gens y vont parce que la responsabilité spirituelle nécessite du travail sur soi. Vous voyez, un retour sur soi-même. Il ne s'agit pas de suivre des choses bêtes, des choses dictées par un prêtre, un pasteur ou un imam. Il s'agit ici d'agir et d'interagir avec et sur son vécu intérieur et de ressentir au fond de soi, dans sa propre conscience, une sorte d'évolution, pour ne pas dire une forme de transformation, de transfiguration, une sorte d'émerveillement intérieur, de béatitude. Cela nécessite un travail sur soi. Retenez que la responsabilité spirituelle impose un travail sur soi et que l'irresponsabilité spirituelle consiste à croire en quelqu'un qui va vous sauver ou à croire en des livres dits sacrés qui pourraient vous sauver, à espérer un paradis après votre mort, en fait, la bêtise habituelle. Alors, pour revenir à notre sujet essentiel, il y a des gens vraiment très malchanceux. Des femmes m'en ont parlé, des hommes m'en ont parlé, du côté également des femmes, où dans la famille, eh bien, depuis que tel est venu, eh bien, la malchance s'est installée dans la famille. Des fois, on ne sait même pas comment ça a commencé, mais on a comme l'impression qu'il y a une suite de malchance. En Afrique, c'est vrai que le mot malchance n'est pas notre mot usuel, mais il y a quand même beaucoup d'autres mots qui sont associés, par exemple, à la malchance, comme le mauvais œil, comme la malédiction, comme la fatalité. En fait, il s'agit d'une suite d'événements malencontreux que l'individu subit et on se demande ce qui ne va pas dans sa vie. Il y a comme un genre d'attrape de forces occultes sur sa personne. Et ce n'est pas anodin quand on parle de forces occultes en Afrique. Et je vais vous expliquer ici et maintenant d'où viennent vraiment la malchance. Oui, ça peut paraître bizarre, hein, qu'on puisse savoir d'où vient la malchance, parce qu'on pourrait dire, mais la malchance, c'est la malchance, et la chance, c'est la chance. Vous voyez, on peut raisonner comme ça. On peut dire, oui, c'est de la chance qu'il a évolué, parce que, bon, la nature et choses, les circonstances favorables se sont mises en place. Oui, les circonstances favorables se sont mises en place. Mais si vous êtes un scientifique spirituel, vous devez chercher à savoir pourquoi ces conditions se sont-elles mises en place favorablement pour permettre à l'individu de prendre le chemin de Djogbe, la voie d'ouverture sans problème, si on peut ainsi le dire. C'est vrai, tout le monde a des problèmes, mais on a comme l'impression que certains, eh bien, la chance leur sourit, les choses leur vont bien. Je vais vous donner ici le secret qui vous permettra de mettre définitivement fin à la malchance. Et vous pourriez continuer de le faire lorsque je vous donnerai la possibilité d'avoir accès à une formation qui vous donnera des outils
non seulement de comprendre, pour comprendre la malchance ou la chance, si vous voulez, les deux sont très liés ensemble, et de savoir comment générer plus de chance. Oui, c'est vrai. Si je peux accéder à l'origine de la chance ou de la malchance, eh bien, je peux donc générer plus de chance. Pourquoi pas? Eh bien, nous allons commencer. Donc, on sait déjà que la chance, c'est une suite d'événements favorables, de bon augure, des choses qui arrivent à l'individu et qui font avancer l'individu. On pourrait définir la malchance comme une suite de circonstances, d'événements, d'énergie, si vous voulez, qui, bon, constituent des éléments souvent répétitifs de malédiction, de mauvais œil, de mauvais sort, de blocage, de situations défavorisantes pour l'individu. De toute façon, vous connaissez de façon significative, dans votre esprit, vous avez une idée de cela. Mais d'où viennent justement la malchance et d'où vient justement la malchance et d'où vient la chance? Est-ce que vous avez entendu souvent parler de ce qu'on appelle les mémoires ancestrales? Beaucoup de personnes en ont entendu parler, les mémoires ancestrales. Je vous assure, la source de la chance comme de la malchance, cela provient des mémoires ancestrales. Chaque individu baigne dans une mémoire ancestrale, dans une matrice de mémoires ancestrales. Pour expliquer la chose, je vais donner donc un exemple. Et en m'appuyant sur le fonctionnement principiel de la nature des choses. J'en ai parlé dans certaines vidéos auxquelles les gens n'ont pas vraiment fait attention parce que les gens ne savent pas que je laisse beaucoup de codes, beaucoup de secrets dans les vidéos. Le principe de la création. Il faut pouvoir comprendre le principe de la création. Parce que si vous ne comprenez pas le principe de la création, je l'ai transcrit dans le livre qui sortira à coup sûr, intitulé J'ai craqué le code de l'amour. Je n'en parle plus pour certaines raisons données. J'ai expliqué le principe de la création, du moins le processus par lequel une création d'obligation se fait. Généralement, on a comme l'impression que la création est un processus de l'intérieur vers l'extérieur. Comme par exemple, quand je reviens toujours au dieu Atum, qui est sorti du Noun, on voit cela de façon, enfin, imaginairement, on voit cela comme un océan et il est sorti sur un tertre et lui se met à se masturber. Il a généré les autres dieux. Oui, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la séparativité. L'illusion de la séparativité, c'est ce champ d'énergie dans lequel nous vivons souvent en croyant que les choses sont séparées les unes des autres, comme l'illusion fatale selon laquelle l'enfant est séparé de sa mère après sa naissance, ce qui en fait n'est pas possible. Le processus de la création est en fait une forme de naissance à l'intérieur de quelque chose. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'enfant, dans son processus de création, est à l'intérieur de la mère. En fait, Atum, de façon allégorique, est sorti du Noun. Et donc, il faut donc comprendre ce que signifie sortir du Noun. Le processus de sortir du Noun est ce qu'on pourrait appeler une densification. Donc, quand une énergie est plus dense qu'une autre énergie, on dit qu'elle est sortie de l'énergie subtile. Donc, l'énergie grossière est désignée comme étant sortie de l'énergie subtile. Du coup, on a le Noun, qui est donc l'océan primordial, le Tétre, qui est donc un élément grossier,
Atum, qui est donc un personnage mythique, mythologique, forme, anthropomorphe, et qui apparaît. Et donc là, on dit que c'est du grossier. Et donc, tout ce qui désigne le grossier, c'est dans ce processus de séparation, ce qui est séparé du subtil. Et ça, c'est le langage qui nous dupe en réalité. Alors qu'en fait, le subtil est toujours plus grand que le grossier et le grossier est une terre solide à l'intérieur du subtil. C'est comme si je disais tantôt que nous avons une île au milieu de l'océan. Mais ici, c'est l'exemple humain qu'on peut donner. Mais si on va dans l'exemple métaphysique de l'océan primordial, on se rend compte que l'océan primordial est infini, illimité et indéfini, et donc sans forme, et donc partout. On peut l'appeler la réalité dont le centre est partout et la circonférence partout. Et que Atum apparaît quelque part, mais justement à l'intérieur du Nun. Ce qui veut dire qu'en fait, le sortir du Nun du Dieu Atum n'est pas une sortie comme je sors du lac, c'est plutôt une densification, mais qui se trouve à l'intérieur du Nun, dans la conscience du Dieu Atum. Je précise dans la conscience du Dieu Atum et je renvoie toujours tout le monde à aller faire la formation, le code Atum, pour comprendre, parce qu'en réalité, c'est à partir du Dieu Atum que pour la première fois, on réalise que l'énéade n'est pas à l'extérieur du Dieu Atum, l'énéade est à l'intérieur de la conscience du Dieu Atum. Et donc, par conséquent, la vérité est la suivante. Le processus de création, inauguré par le Dieu Atum, consiste donc à une densification de l'énéade, mais à l'intérieur de la conscience du Dieu Atum, tout comme Atum est à l'intérieur du Nun, mais représentant une partie beaucoup plus dense du Nun. On dira de cette partie dense qu'elle est sortie, mais en fait, elle n'est jamais sortie, elle est toujours à l'intérieur du Nun, mais elle apparaît comme quelque chose de concret, de plus dense, mais à l'intérieur du Nun. Je fais cette mise au point. Pourquoi? Parce que une descendance est toujours une forme de, je vais dire, de création des ascendants. Ça veut dire que vous, moi et nous qui vivons actuellement, nous ne sommes pas sortis ex nihilo. Nous sommes dans un processus. Nous sommes nés de nos parents, qui sont nés de leurs parents, etc., suivant un arbre généalogique, suivant les fractions de l'œil d'Horus. Tout comme un enfant apparaît dans le ventre de sa mère, de la même manière, tous nos ancêtres et nous nous trouvons dans ce que je pourrais appeler une mémoire. Et cette mémoire, cette forme de matrice qui synthétise l'ensemble du fonctionnement psychique et émotionnel de tous nos ancêtres, cette matrice, c'est d'elle que nous naissons, même si nous naissons de nos parents. Parce que nos parents ne peuvent pas naître sans la mémoire. Parce que sans mémoire, il n'y a pas d'identité. Sans mémoire, il n'y a pas de productivité. Il n'y a pas de répétition. Il n'y a pas de naissance. C'est d'ailleurs pourquoi le dieu Mine est associé non seulement à la fertilité, mais justement à la mémoire. Car c'est lui qui garde également la mémoire, puisque la mémoire permet une répétition des choses. Si vous ressemblez à vos parents, c'est parce qu'il y a une mémoire. Cette mémoire, bien que cellulaire, est bien avant la cellule, puisque vous allez avoir des enfants qui ressemblent à un ancien ou à un grand-père qui n'est plus. Parce que justement, les cellules mêmes, qui sont physiques, proviennent des cellules émotives ou des cellules astrales
lesquels sont adossés à ce que j'appelle cette dimension de la psyché humaine, du psychisme humain, une forme de mémoire, puisque le mental, qui vient donc justement du dieu Mine, vous vous rappelez hein, de ce principe, le tout est esprit, l'univers est mental. En fait, l'univers est une exécution de l'esprit, mais le mental est une exécution de l'esprit, mais le mental conserve de façon inconsciente les aptitudes de l'esprit. On dit alors que le mental garde mémoire. Le mental garde mémoire des fonctions, des dispositions de l'esprit. C'est d'ailleurs cela qui permet à notre corps, qui est également de la mémoire, d'accord? Notre corps est d'abord mental, qui est d'abord de la mémoire. Cela permet à notre corps eh bien, de se souvenir, d'avoir de la mémoire. Tout notre corps est une mémoire. Nous sommes nous-mêmes une mémoire de mémoires anciennes. Donc, logiquement, nous naissons de la mémoire de nos parents, puisque, en fait, nous naissons de ce champ psychique, de ce champ psychologique dans lequel les ancêtres ont vécu. Et étant donné que nous sommes nés des ancêtres et donc nous sommes produits à l'intérieur de cette matrice ancestrale, de ces mémoires ancestrales, nous sommes un enfant de cette mémoire des ancêtres. Il n'y a pas un enfant qui ne soit pas le fruit d'une mémoire ancienne, de la mémoire ancestrale, de la mémoire de ses ancêtres. Ceci est observable hein, avec les arbres. Vous voyez, la graine qui tombe reproduit exactement le cheminement de l'arbre. Pourquoi? Parce que la graine, en tant qu'élément matériel, toute la matière est mémoire, en fait. Il faut garder cela. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'énergie suprême qui conserve la matière, c'est les archives akashiques. Parce que ces archives sont des mémoires du mouvement de la matière pour garder de façon définitive et éternelle et permanente tout ce qui a trait à la cyclologie de la matière. Donc, quand vous prenez une graine, vous n'êtes pas surpris en semant peut-être cette graine d'obtenir l'arbre. Mais vous ne vous rappelez pas qu'en fait, c'est parce qu'il y a de la mémoire qui se transmet. Et c'est cette mémoire qui permet justement l'identité de cette graine. Parce que s'il arrivait que cette graine ne produisait pas, disons, ce pourquoi elle est d'abord représentant la mémoire reproductible de ses ancêtres, cet arbre, on se dirait, mais c'est quoi cette graine est en train de faire? Elle fait quoi là? Si on devait semer n'importe quelle graine et que la graine nous donne n'importe quoi, ben, ça veut dire que je vais semer une graine et je vais attendre une autre graine venir. C'est assez délirant. Ça veut dire que quelque part, la graine a conservé la mémoire. Donc, cette mémoire n'est pas que humaine, elle est liée à toutes les créatures. C'est ce qui fait que les choses naissent de leur espèce. Cette mémoire est d'ailleurs principielle, puisque le principe premier donne à la loi une mémoire, laquelle mémoire devient le principe de la matière ou de l'acte que nous posons. C'est ce qui permet d'ailleurs à un scientifique, en faisant une observation, de découvrir une loi et de reproduire la manifestation, parce que la loi conserve la mémoire de l'événement factuel reproductible. Donc, nous sommes mémoire. Tout est mémoire. Lorsque vous habitez une chambre et que vous la laissez, la chambre garde totalement la mémoire de votre présence, de ce que vous avez été là. Si vous avez fait des choses violentes, cela garde la mémoire. Il y a des maisons qui sont aujourd'hui hantées parce que justement, ces maisons gardent la mémoire de certaines expériences passées. Lorsqu'il y a des accidents sur la route, eh bien, l'endroit garde une mémoire de la situation. En fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous interagissons avec, eh bien, cela conserve de la mémoire. Votre voiture garde la mémoire de toute l'expérience que vous avez faite avec elle pendant 4 ans. Et donc, quand vous la revendez, si vous ne faites pas un rituel, eh bien, il va y avoir un conflit de mémoire. Parce que là, il y a une mémoire dans la voiture et quelqu'un d'autre vient prendre la voiture et la voiture, dans sa mémoire, ne reconnaît plus cette personne-là. Est-ce que vous voyez un peu la situation? Donc, il ne s'agit vraiment pas simplement de l'homme, il s'agit d'un principe de la nature qui est en relation avec les archives
les mémoires de la nature, la matière est mémoire. Nous sommes mémoire de nos ancêtres parce que nous sommes à l'intérieur de la matrice des mémoires ancestrales. Une fois que vous comprenez ce lien psychique que nous avons, nous, l'actuel, et les anciens, les ancêtres, les aïeux, nous baignons tous dans ce lien ou dans cette matrice psychique-là. Ça veut dire que nous partageons consciemment ou inconsciemment, mais souvent inconsciemment, des expériences identiques. Alors, ce qui va se produire, c'est que selon les prédispositions biologiques et psychiques de chaque existant actuel, il va porter des éléments du passé, de ses ancêtres. Quelqu'un sera plus fragile à une maladie qu'un ancêtre portait, ou sera plus fragile à certaines situations qu'un ancêtre portait. Et donc, ces mémoires sont là, justement pour nous rappeler que nous avons une identité et que nous ne sommes pas sortis des cuisses de Jupiter. Malheureusement, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, les gens ne comprennent pas qu'en Afrique, pourquoi en Afrique, on a toujours instauré le fait d'honorer les mémoires ancestrales. Aujourd'hui, vous allez voir des personnes vouloir se thérapiser, c'est-à-dire suivre des thérapies pour se guérir de ce qu'on appelle souvent le traumatisme transgénérationnel ou des problèmes qui sont liés aux mémoires anciennes, aux mémoires ancestrales. Et on est obligé de les accompagner de façon parcellaire. Tu as quoi? On t'accompagne, on remonte de façon transgénérationnelle dans ta mémoire et en fait, on peut justement t'accompagner à guérir toi-même. Mais nous, en Afrique, on n'avait pas besoin de ça. Parce que aujourd'hui, je ne crois même pas que les Noirs aient vraiment besoin de ça. Parce que ce travail, c'est un travail que je pourrais appeler un travail, disons, sectaire ou pas global, en fait. Pourquoi? Parce que dans la tradition africaine, il y a toujours une part importante réservée aux mémoires ancestrales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous connaissez la phrase magique. On dit honorer les ancêtres, honorer les mémoires des ancêtres ou honorer la mémoire des ancêtres. Dans tous les cas, on fait comprendre à l'individu que l'équilibre identitaire actuel qu'il veut dépend absolument de l'interaction positive, négative avec la mémoire des ancêtres. Étant donné que l'individu n'existe pas en dehors de la matrice des mémoires ancestrales, mais qu'il est à l'intérieur de la matrice des mémoires ancestrales et que toute sa vie se déroule à l'intérieur de cette matrice des mémoires ancestrales, il ne va pas interagir seulement avec un élément particulier de sa vie, comme par exemple la honte ou d'autres éléments de sa vie. Déjà, dès la naissance, depuis son enfance, on lui apprend à honorer les mémoires ancestrales. Une fois qu'on lui apprend à honorer les mémoires ancestrales, c'est-à-dire la matrice dans laquelle lui-même il se trouve, matrice des mémoires ancestrales, l'individu, quand il grandit, il ne souffre pas de déséquilibre, contrairement à aujourd'hui. Si vous remarquez aujourd'hui, la plupart des enfants qui vivent à l'occidental sont très déséquilibrés et on est obligé de leur faire des thérapies pour les soigner séquentiellement sur des sujets donnés. Alors qu'en fait, la solution réside tout simplement dans le fait que ces personnes ont créé un problème. Ces personnes n'en ont jamais les mémoires ancestrales et donc, à un moment donné de leur vie, ces personnes entrent en conflit avec une énergie ancestrale et on veut les guérir sur cette énergie ancestrale alors qu'en fait, les mémoires ancestrales sont une seule et même chose. Il ne s'agit pas de les différencier.
il s'agit de prendre toutes les mémoires ancestrales, ça devient la mémoire des ancêtres chez nous, et de faire un seul rituel, c'est-à-dire honorer les ancêtres, honorer les mémoires ancestrales. Une fois que vous honorez la mémoire ou les mémoires ancestrales, je vous assure, les déséquilibres qui peuvent survenir dans votre réalité identitaire sont automatiquement aplanis. Parce que le vrai problème réside dans le fait que vous ne jetez pas un regard d'orus, c'est-à-dire un regard d'honneur, un regard de considération, un regard de respect. Est-ce que vous voyez? Un regard du sacré sur les mémoires ancestrales. Aucun arbre ne peut donner des fruits si ses racines nient sa propre mémoire ancestrale. Nous sommes les enfants de nos mémoires ancestrales. Il y en a qui se déclenchent cyclologiquement, périodiquement. Il y en a qui ne se déclenchent pas tout de suite. Il y en a qui se déclenchent dès la naissance. Il y en a qui se déclenchent beaucoup plus tard. Et donc, lorsque l'individu est en désaccord avec les mémoires ancestrales, il n'obtient plus de ces mémoires ancestrales ce que toute matrice peut lui offrir, la fertilité. Déjà, dans les villages africains, on avait connaissance de cela. Et donc, on mettait à l'entrée du village un totem de chance. On appelle ça également cela un totem de chance. Le totem de chance, c'est d'ériger un pénis à même le sol, qui est encore associé au dieu Legba ou à Djéouti. C'est de mettre en place à l'entrée du village un pénis proéminent, pour le dieu Mine d'ailleurs, qui est un peu oblique, mais pointé vers le ciel. Et ça devient un vaudou à l'entrée du village. Pourquoi? Parce qu'on vient créer, disons, ce que je pourrais appeler un équilibre entre les deux forces. La terre qui représente la fertilité et le pénis proéminent qui représente la virilité. Les deux étant associés justement aux manes ancestrales et aux ancêtres. Parce que justement, Djéouti, le dieu Djéouti ou Djéouti, est celui qui conserve la mémoire des choses, puisqu'il est également le dieu de la mémoire éternelle. Et donc, on le place toujours à l'entrée pour garantir le fait qu'on ne doit pas oublier. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas d'oubli possible. Lorsque vous oubliez vos ancêtres, je vais plutôt le dire comme ça, parce qu'il y a également une nuance, lorsque vous oubliez vos mémoires ancestrales, quelles que soient ces mémoires, alors vous créez une énergie de controverse. Cette énergie de controverse va devenir ce qu'on appelle une malchance. Vous ne comprendrez pourquoi les choses vont de façon aussi déséquilibrée. Et ça, au moment où les choses semblent vouloir aller, il y a toujours un événement qui intervient pour tout catastrophier. Cela agit ainsi parce que justement, vous êtes en conflit avec vos mémoires ancestrales, quelles que soient ces mémoires. On ne fait pas de différence dans les mémoires ancestrales parce que les mémoires ancestrales sont un peu comme vos archives desquelles vous êtes né et même si vous n'avez pris qu'une petite portion, sans oublier vous-même vos propres archives, ou vous avez pris une petite portion de ces archives, vous êtes déterminé par ces archives-là. Et si vous ne les honorez pas, comme cela se doit selon le principe premier des mémoires ancestrales, ce qui va se produire, c'est que l'énergie de ces mémoires ne seront pas bénéfiques pour vous. Ces énergies vont être en conflit avec vous et vont bousiller complètement votre vie. Alors, observez votre vie. Est-ce que vous avez toujours de la malchance? Ou est-ce que vous avez une personne de votre famille qui apporte toujours la poisse? Vous pouvez être de la même famille, mais c'est un autre qui apporte la poisse. Est-ce que c'est votre mari, c'est votre femme? Est-ce que c'est un enfant en particulier ou un ami ou un cousin? Alors, comprenez que cette personne doit tout simplement honorer les mémoires ancestrales. C'est tout. Tant que cette personne honore les mémoires ancestrales, sa propre matrice relationnelle, sa propre dimension intérieure de sa relation
avec les ancêtres, cela s'améliore. Et donc, ça devient un champ de fertilité, puisque sans la fertilité, eh bien, la virilité ne peut pas monter. Et donc, sa vie qui allait en dents de scie va commencer à s'équilibrer parce que maintenant, il va honorer, il va considérer, il va élever. Il porte un regard de respect sur ses mémoires. Il porte un regard d'élévation, de transfiguration et surtout un regard de pardon et de gratitude. C'est pourquoi dans les temples africains, lorsqu'on vous conduit à l'autel des ancêtres et qu'on vous demande justement de parler à vos ancêtres, il y a une suite de comportements qu'il faut avoir. Il faut commencer par ceci, après cela, après cela, après cela. Et enfin, eh bien, vous avez honoré vos ancêtres. Ne jugez pas vos ancêtres. Parce que si vous avez des comportements actuels qui jugent vos ancêtres, cela vous apportera de la poisse. C'est certain. On ne juge pas les mémoires ancestrales. C'est votre histoire, ça fait partie de vous. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas juger en comparaison de votre vie actuelle. Les choses ont été en leur moment donné, en leur temps, et on doit les respecter comme ça. Ce qu'il y a de dangereux avec les mémoires, c'est que les mémoires ne sont pas pour les mémoires des mémoires. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Les mémoires ne sont pas pour les mémoires de la mémoire. Les mémoires sont pour les mémoires ancestrales. Je vais le répéter en entièreté. Les mémoires ancestrales sont pour les mémoires ancestrales une forme d'actualité. C'est-à-dire que pour les mémoires ancestrales se déroulent maintenant. Du coup, l'individu est influencé par des mémoires ancestrales qui ne sont pas du passé pour les mémoires ancestrales, mais qui sont en fait pour les mémoires ancestrales de l'actualité dans sa vie présente. Et donc, du coup, les éléments qu'il subit, il ne comprend pas pourquoi est-ce que des choses déjà passées peuvent l'influencer. C'est parce que pour lui, ces choses sont passées, il n'a pas d'interaction directe ou consciente avec ces choses, mais il ne se met pas du point de vue des mémoires ancestrales elles-mêmes pour savoir si pour les mémoires ancestrales sont du passé ou de l'actualité. Malheureusement pour lui, du point de vue des mémoires ancestrales, pour les mémoires ancestrales sont évidemment de l'actualité. Parce que dans les mémoires ancestrales, il y a l'intemporalité qui joue et par conséquent, cela se déroule comme si cela se déroule actuellement dans sa vie présente. C'est ce qui fait qu'il a cette énergie de malchance qui provient justement de cette conflictualité avec les mémoires ancestrales. Une fois que l'individu va restaurer les mémoires ancestrales, va créer une reconnexion avec les mémoires ancestrales, je vous assure, la malchance cesse automatiquement. Mais s'il ne le fait pas, il aura toujours une forme de malédiction, une forme d'énergie négative qui provient de ses propres mémoires ancestrales. Vous devez honorer vos mémoires ancestrales. Vous devez vénérer les mémoires ancestrales. Vous devez considérer les mémoires ancestrales. Vous devez élever les mémoires ancestrales. Vous devez spiritualiser les mémoires ancestrales. Ne jugez jamais les mémoires ancestrales. Ce ne sont pas des choses à juger. Ce sont des choses que la conscience du présent peut restaurer dans la nature du présent. C'est ce qu'on appelle élever les mémoires ancestrales. Alors, pour un début, je vous conseille de faire comment on appelle, le rituel qui se trouve dans Rafeza. Vous savez que dans Rafeza, j'ai donné le principe premier des mannes ancestrales ou le panégérique donc des mannes ancestrales. Donc, vous pouvez faire ça pour restaurer votre chance. D'accord? Et vous pouvez le dire directement à vos ancêtres et à vos mannes ancestrales. Toutefois, comme je l'ai annoncé, il y a une formation intitulée Les mannes ancestrales. Cette formation sera très unique. Au cours de cette formation, je vous montrerai comment est-ce que, simplement avec un verre d'eau, avec une feuille blanche ou un tissu blanc et avec votre sang,
trois choses, vous serez en mesure de réorienter non seulement la chance chez vous, mais surtout de d'éveiller, d'honorer, de glorifier, voilà, les, les mémoires ancestrales. Et une fois que vous pouvez glorifier les mémoires ancestrales, glorifier les mémoires ancestrales, glorifier les mémoires ancestrales, que vous soyez un individu ou un pays, si vous glorifiez les mémoires ancestrales, il ne s'agit pas d'actes moraux ancestraux, non. Oubliez la morale, restez dans l'éthique. C'est là que vous trouverez la valeur propre à la mémoire. Car si la mémoire n'est pas ramenée à l'œil de Russe, si la mémoire n'est pas ramenée à la lumière, alors il va y avoir la putréfaction, il va y avoir le déshonneur, il va y avoir de l'injustice, il va y avoir du rejet, il va y avoir un ensemble d'émotions qui constituent justement l'antithèse même des mémoires ancestrales. C'est vous qui devez restaurer les mémoires ancestrales. Vous devez simplement les amener à la lumière de Ré, les élever. Et si vous ne levez pas vos mémoires ancestrales, sans les juger, et je le répète, il ne s'agit pas d'actes moraux. Il ne s'agit pas de mes ancêtres ont tué, n'ont pas tué. Il ne s'agit pas de ça. La nature ne vous pose pas de question de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Vous n'avez pas de réponse au bien ou au mal en dehors d'une culture actuelle. Et vous ne pouvez pas vous servir d'une culture actuelle pour juger ce qui est passé. Vous avez tout simplement besoin de faire une chose intelligente. Accepter les mémoires ancestrales pour ce qu'elles sont et les reconnaître pour ce qu'elles sont et les élever pour ce qu'elles sont et les valoriser pour ce qu'elles sont. Maintenant, dans le processus, il y a des étapes comme par exemple le pardon. Est-ce que vous voyez qui est d'ailleurs une première étape importante pour la restauration des mémoires ancestrales. Et donc, vous êtes africain, vous n'avez pas besoin d'aller faire de la thérapie transgénérationnelle. Même si vous en avez besoin, il faut que ce soit codifié par un rituel. Maintenant, revenons au mot rituel qui peut choquer un peu ceux qui sont devenus un peu trop occidentaux. Qu'est-ce qu'un rituel? C'est une routine consacrée. Une routine consacrée, c'est un acte symbolique. Dans la métaphysique, une routine symbolique, je peux l'appeler comme ça, c'est un acte symbolique qui influence de façon magique ou de façon symbolique, significative, la conscience, l'esprit. Une fois que l'esprit est influencé ou une fois que l'esprit est éveillé par rapport à ce principe, alors l'esprit agit conformément. Donc, une fois que vous honorez les mémoires ancestrales, pour le fait simplement que les mémoires doivent être honorées, c'est-à-dire soulever le limon du Nil pour que cela devienne un tertre, pour le simple fait que c'est ce que cela doit donner, alors vous honorez les mémoires ancestrales pour ce qu'elles sont. Pas pour ce que vous voudriez qu'elles soient, mais pour ce qu'elles sont telles qu'elles sont. Et vous les reconnaissez pour ce qu'elles sont. Si vous le faites, alors, eh bien, tout ce qu'il y a de meilleur, de bien dans votre vie ou qui voudra venir dans votre vie, les mémoires ancestrales peuvent vous aider. Alors, il n'y a pas forcément des choses bienfaisantes dans les mémoires ancestrales. C'est pour ça que je dis, première étape, il faut forcément le pardon. Les autres étapes, je vous enseignerai cela dans la formation sur les mannes ancestrales, parce qu'il faut que je vous explique comment est-ce qu'on peut changer une situation de maladie transgénérationnelle, par exemple, et convertir cela en une santé, où on peut convertir des choses du passé qui sont désagréables, des émotions désagréables, des problèmes intérieurs inconscients qui sont là et qui n'ont pas de réponse, mais qui proviennent des mémoires ancestrales. Comment on peut les guérir?
rien qu'en utilisant une routine consacrée. Et une routine consacrée symboliquement qui impacte l'esprit et qui amène l'esprit à créer un autre paradigme intérieur, d'abord de façon inconsciente et ensuite de façon consciente. Tout cela peut se faire en un bloc sur ce que j'appelle les mémoires ancestrales. Il ne s'agira pas de dire, oui, tu as telle situation, bon, on va régler cela par rapport à ta mémoire ancestrale. Non, il s'agit de mettre en place une chose unique à l'endroit des membres ancestrales par rapport à leur principe premier des mémoires ancestrales, afin que, en honorant ce principe premier, tous les déséquilibres qui pourraient survenir des membres ancestrales, des mémoires, pardon, des membres ancestrales, soient automatiquement réglés. Car une fois que je mets en exergue, je fais le respect, la routine consacrée des mémoires ancestrales, les autres choses entrent automatiquement en un processus de guérison. C'est d'ailleurs pourquoi nous, en Afrique, on n'a pas ces déséquilibres-là, on n'a pas ces dysfonctionnements psychologiques, on n'a pas ces états émotionnels. C'est peut-être maintenant que, par exemple, on peut ressentir l'énergie par exemple, de la honte, mais qui pourrait ne pas provenir de l'enfant, et qui proviendrait justement d'une situation avec un ancêtre, une mémoire ancestrale passée. Et cela peut créer des déséquilibres dans l'enfant. Mais en Afrique, on n'avait pas ce genre de situation parce que l'enfant subissait des rituels et régulièrement, eh bien, il allait à l'autel de ses ancêtres pour honorer les mémoires ancestrales. Et donc, il n'avait pas des situations que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui de façon déséquilibrée et qui sont liées, n'est-ce pas, aux mémoires ancestrales. Souvent, ce sont les Occidentaux qui font ce genre enfin, de science, si on peut l'appeler ainsi, parce que ce sont des personnes qui ne mettent pas en place des routines consacrées de façon générique pour dire, oui, ça, c'est pour les mémoires ancestrales. Toutes les fois que l'individu, de façon périodique, va honorer les mémoires ancestrales, eh bien, cet individu retrouve son équilibre identitaire. Parce que comment peut-il être identitairement équilibré s'il n'a pas de mémoire? Et si les mémoires peuvent lui conférer une identité, ça veut dire que les mémoires ancestrales, qui sont la matrice des mémoires ancestrales d'où l'individu a été accouché, eh bien, sont fondamentales à son équilibre identitaire. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment guérir de tous vos déséquilibres qui proviennent de vos mémoires ancestrales, le conseil que je vous donnerai, c'est de tout simplement mettre en place une routine consacrée symbolique pour honorer les mémoires ancestrales. Et vous verrez que eh bien, toute l'énergie de chance va commencer à émaner de vous. Les choses marcheront bien, les choses iront bien de façon spontanée, sans que vous ayez besoin de faire les choses durement ou de souffrir pour y arriver. Parce que souvent, c'est justement des mémoires ancestrales que certaines choses bloquantes peuvent survenir. Vous avez compris donc l'idée. Actuellement, dans Rafeza, vous avez le principe premier des mannes ancestrales. Les mannes ancestrales sont fondamentales à la guérison à tous les niveaux, même des mémoires ancestrales. Vous pouvez déjà commencer par là. Si vous estimez que vous portez malchance ou que quelqu'un porte la poisse, eh bien, vous pouvez proposer à cette personne de faire le rituel du panégyrique des mannes ancestrales, ou vous-même, vous pouvez le faire, parce que tant que vous honorez les mannes ancestrales, eh bien, vous verrez que l'énergie de malchance ne sera plus dans votre vécu. Car la malchance, qui est une malédiction, un mauvais sort, une fatalité, vient justement des mémoires ancestrales qui sont en conflit avec l'individu. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un tant soit peu ce qui va ou ce qui ne va pas avec vous et surtout à retrouver le chemin de la mémoire pour l'équilibre identitaire. Paix et bénédiction à vous. Merci bien.